sommes avec Michel Salofkos sur les rives du Pacifique. On regarde de près la Californie et San Francisco. Dans la première interview, Michel nous a brossé le tableau de cette évolution historique, sociologique de la Californie. Comment est-ce qu'on est passé de la Barbary Coast, de la conquête de l'Ouest et de la conquête de l'or, à ce monde innovant et de la haute technologie. On va essayer de voir maintenant avec Michel comment est-ce qu'on peut comprendre le regard que l'on doit avoir, nous, Européens, Français, sur ce pays. Alors Michel, vous nous avez expliqué, la Californie aujourd'hui, c'est la bascule d'une culture marginale, la beat generation, vers la très forte capitalisation. C'est-à-dire qu'on est rentré complètement dans, on ne parlera pas aujourd'hui de libéralisme, hyperlibéralisme, néolibéralisme. Deuxième point, vous nous avez expliqué, c'est une bascule de pouvoir. La Californie aujourd'hui, c'est ça qui importe, ce n'est plus New York, même si New York reste une place financière, économique et politique extrêmement importante. C'est une accumulation de savoir, c'est un développement exponentiel. Alors comment est-ce que nous, Français, Européens, on peut regarder ça autrement qu'avec un regard plein d'admiration mais immobile, ou autre chose, de regarder en disant on va essayer de faire pareil, mais vous nous avez déjà dit en micro, ça ne marchait pas, n'en parlons pas. Alors quel est votre sentiment? Que faut-il faire? Alors, effectivement, deux aspects. Essayons de comprendre effectivement ce qui est en train de se passer, parce que ce n'est pas tous les jours que le centre du pouvoir mondial bascule. Ça arrive tous les siècles, ou tous les 2 siècles, ou les 3 siècles. Paris, il faut le souligner, a été au début du siècle le centre du pouvoir mondial, très clairement. Et Paris a été pendant 2-3 siècles un lieu exceptionnel. On peut dire que Paris a été la Silicon Valley du monde en 1890. Beaucoup d'inventions, la photographie, l'automobile, l'aviation, enfin beaucoup de choses s'inventent dans l'écosystème parisien. New York va devenir la place après la guerre, et à cause de la guerre, parce que beaucoup de savants vont migrer, les artistes, etc. Donc il y a un très clair bascule, par exemple, du monde de l'art, de l'intelligentsia philosophique, artistique, culturelle, de l'Europe, et notamment Paris, à New York. Et finalement, ça, la France a beaucoup de mal à le digérer, à le comprendre et à l'accepter. Et quand je vais pour ma première fois aux États-Unis et que je découvre d'abord New York, je comprends à ce moment-là ce bascule. Et pour moi, c'est assez étonnant parce que je vis encore dans une sorte d'idéal qui est que Paris est le centre du monde. Et là, brusquement, je découvre que New York est devenu de très loin une capitale culturelle beaucoup plus sophistiquée, avant-garde que Paris. Et effectivement, les premiers voyages, quand je vais à San Francisco, on est encore dans une marginalité du mouvement hippie, marginalité de l'informatique, qui reste un domaine très peu connu par le restant de l'humanité, qui ne se passionne pas du tout pour ça. Et je vais petit à petit voir cet endroit par vagues, et notamment ces 10 dernières années. Tout a changé ces 10 dernières années. Je crois que ce qui a totalement changé, c'est la capitalisation extraordinaire en quelques années de Google, qui est devenue la première capitalisation de la planète avec Apple. Apple, ça a mis plus de temps. Hein. Apple, les premiers ordinateurs Apple, c'est 75. Donc Google, en 10 ans, devient une des entreprises les plus... Apple aura mis 20 ans, 30 ans. Donc ces 2 entreprises de mastodontes transforment totalement la Californie, parce que c'est des entreprises qui emploient des dizaines de milliers de personnes, et qui ont tellement de moyens que c'est incomparable même avec ce qu'on a connu dans l'ère industrielle. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que, par exemple, Google pourrait acheter comme une bouchée de pain n'importe quel constructeur automobile de l'ère industrielle. Que pour eux, les possibilités aujourd'hui sur le terrain de jeu planétaire sont, au sens propre, inouïes. C'est-à-dire que jamais, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du capitalisme, dans l'histoire des États-Unis, on a vu des moyens aussi considérables se concentrer. Alors, ça nous amène à 2 questions. La première qu'on ne se posera pas aujourd'hui, c'est celle de savoir quel peut être l'avenir de ces grandes entreprises, jusqu'à quel point deviendront-elles de plus en plus importantes, quel rôle politique mondial pourront-elles jouer. C'est un sujet crucial qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Je voudrais que vous nous disiez, partant de ce constat de fait, pour nous, Européens, pour nous, Français, peut-être même pour nous ici, dans la région de Hauts-de-France,
que faire, qu'en tirer comme enseignement? Comment essayer de ne pas être à la traîne ou de ne pas être de pâles imitateurs? Est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être par exemple aller voir d'abord, comprendre? Oui. Alors effectivement, il y a trois choses qu'on peut faire qui en fait sont assez logiques, d'ailleurs que tout le monde fait sur la planète. Ce qui fait aussi qu'un centre comme ça devient un centre et que c'est déjà la première chose, c'est aller voir ce qui se passe. Ouais. Si vous voulez, en 1900, quelqu'un qui n'allait pas à Paris, qui ne suivait pas la mode de Paris, était out. Parce qu'effectivement, la mode et les dessins de mode et les modèles, le style partait, y compris justement en Californie, où une Américaine dans ce monde sauvage était tout content de recevoir les derniers courants de la mode française pour s'habiller à la mode de Paris. Là, on a un monde qui a un écosystème qui a inventé toute une série de choses absolument incroyables. Nous, on en est très loin, donc déjà, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe là-bas, d'aller le voir, etc. Et ne pas le faire est très dangereux parce qu'effectivement, on perd à ce moment-là la compréhension stratégique du futur de la planète. On perd aussi même la main sur son propre métier parce que tous les métiers vont être, et on le sait, en quelque sorte transformés par cette vague informatique. Et le cœur de cette transformation, c'est la Silicon Valley. Donc, aller étudier, comprendre ça, c'est tout à fait important. La deuxième chose, c'est d'ailleurs ce que on a commencé à faire avec Euratechnologie ici en Hauts-de-France, c'est-à-dire passer des alliances. C'est-à-dire arriver à ce que des gens de la Silicon Valley considèrent notre lieu fort humble, tout de même dans l'écosystème, dans leur propre écosystème. Et la Silicon Valley est ouverte à ça. Parce que, pourquoi? Parce que la Silicon Valley, une de ses forces, comme Paris l'a été à une époque, etc., c'est de, en quelque sorte, convoquer tous les génies de la planète, tous les compétences. Et eux, et de toute façon, à partir du moment où une région ou quelqu'un présente une compétence, ils vont être attentifs à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne. Et puis la troisième chose, évidemment, dans cette compétition mondiale, où effectivement il y a toujours une tentation, c'est évidemment de jouer sur le prix. Ça, c'est la tentation facile. C'est-à-dire de dire, bah voilà, face à la compétition mondiale, je fais plus bas. Mais là, dans un pays comme l'Europe, si vous voulez, avec les charges sociales qu'on a, avec le niveau de vie qu'on a, on n'arrive pas, on ne peut pas. Donc, si vous voulez, il faut renforcer sa qualité et sa singularité. Ce que la France a toujours su faire assez bien. Mais aujourd'hui, au moment où tout le monde se réveille et renforce ses singularités, la France aurait besoin d'aller plus loin. Alors, ceci dit, elle est en train de le faire, puisque cette dernière année, là, on a vu un éveil, justement, des startups. La French a défrayé la conique planétaire. Donc, il y a un élan. Et je pense effectivement que la France et les Français sont extrêmement appréciés en Californie. Il y a énormément de Français en Californie. Donc, il y a une carte à jouer, mais cette carte à jouer, c'est de comprendre où sont nos talents. Par exemple, on a un fantastique talent, mais que les Français ne connaissent pas du tout. C'est très curieux, moi, quand je voyage, voir ça. On a un fantastique talent. C'est que du fait de notre qualité de vie, de notre style de vie, on a un talent en design. Les Français sont les mieux à payer dans le monde entier. On a une sorte d'habité, the French way of life. C'est qualitatif, cette dimension qualitative est extrêmement appréciée. Et même dans la haute technologie, parce qu'un site Internet, c'est une expérience. Et il y a beaucoup en Californie, j'ai découvert, par exemple, en Californie, les gens n'apprécient pas particulièrement l'école polytechnique, c'est pas très connu, mais par exemple, l'école Beaux-Arts de Paris, qui est totalement inconnue en France, tout le monde aurait honte de sortir de l'école des Beaux-Arts de Paris. Ben, écoute, c'est très bien apprécié. Pourquoi? Parce que c'est The French Touch et les sites Internet ont besoin d'un look, d'un bon look, vous voyez. Donc c'est aller voir pour comprendre. Vous disiez ensuite développer des alliances dans le plan de valoriser de la technologie, valoriser sa singularité. Est-ce que vous pensez aussi que dans le champ académique, il serait important de créer des liens? On a l'impression que Stanford, c'est inaccessible. Est-ce que vous croyez qu'il serait possible, alors là aussi, française, voire nécessaire, de rentrer dans ce monde de la recherche fondamentale, qu'elle soit technologique ou éthique ou philosophique?
Oui, alors vous savez qu'il y a eu 2 philosophes français qui ont été extraordinairement appréciés à Stanford, c'est René Girard et Michel Serres. Oui, Michel Serres, j'avais beaucoup de mal à le croiser en France, alors que chaque fois que j'étais en Californie, très souvent je le croisais, y compris dans un buffet, une soirée, etc. Et c'était un grand bonheur. Mon grand bonheur, c'était de rencontrer Michel Serres quand j'allais en Californie. Oui, bien sûr, les Californiens sont très ouverts à la pensée française. D'une part parce que la Californie, à la grande gloire de la France, a été construite sur la loi française. Enfin, les Californiens ont importé le Code Napoléon. Enfin, c'est la seule qui soit directement inspiré par les conceptions françaises, plus qu'anglo-saxonnes. Plus qu'anglo-saxonnes. Et après, il y a de multiples Français là-bas. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais même énervé à la fin parce que je parlais tout content à un Américain. Et bien non, ça se révélait être un Français. Il y a énormément de Français. Et les Américains apprécient beaucoup à la fois la capacité de design, de style de vie des Français. Ils apprécient aussi le côté intellectuel parce qu'il y a un intellectualisme français qui fait à la fois notre fragilité parce qu'on est un peu trop intellectuel, mais en même temps qui est une force. Un sens de la culture. Et aussi, il y a quelque chose de très très important en Californie, comme partout dans le monde, mais c'est la haute cuisine. Et les Français sont très très appréciés par l'art de vivre, et sans parler du fait que la Californie est un haut lieu de la culture du vin dans le monde. Maintenant, ce n'est pas les vins californiens. Et donc, il y a aussi un lien par ça, c'est-à-dire que la Californie n'arrête pas de regarder la France. Donc, il y a des tas de liens C'est une bonne image. C'est un lien concurrentiel en même temps, qui n'est pas qu'amical. Merci pour ce message optimiste sur la Californie, ce lointain État sur le bord du Pacifique, qu'on fait miroiter sans cesse, mais dont vous dites clairement qu'on a à apprendre chez eux et ils ont aussi à apprendre chez nous. Merci Michel Salofkost. Merci Paul.